C'était pas le meilleur et c'était pas le pire, comme dirait notre ami Patrick Vieira. Et oui, Grégory Sertic a donc décidé d'arrêter, a donc donné sa retraite comme ça sur Canal+. Je suis inconsolable. Au-delà du match de merde qu'on a vu du derby OGC Nice ASM, je suis inconsolable, sachez-le. Bienvenue et ravi de vous retrouver. Pardon ? C'était ton gars sûr. C'était mon gars sûr. Non, c'est parti d'un running gag avec vous, parce qu'en fait, à la base, j'en ai rien à battre de Grégory Sertic. Pour être franc avec vous, je crois que j'ai dû devoir jouer 2 fois. Tu dis ça maintenant qu'il nous a quittés, mais on sait très bien qu'il était important pour toi. Ah, j'ai dormi avec sa photo à côté de moi, pardon. Non, c'était parti d'un running gag avec vous, et puis bon, voilà. Mais voilà, Grégory Sertic est parti le même jour où Nice se prend on peut le dire, une déculottée, carrément. Ce qui a hasard ou coïncidence, je vous laisserai juger par vous-même. Donc, on va repartir dans ce podcast sur cette phrase de Patrick Vieira. Ça me fait rire rien d'y penser. On n'est pas la meilleure équipe, mais on n'est pas la plus pire. Voilà, je vous laisse là-dessus. Maintenant, je sais que Bada et Sky sont en ambiance scandale, danse des vandales, et on y va. Ah ouais, on est bien chaud patate. Hein. Bah, c'est sûr. Quand tu lis des déclarations pareilles, alors on l'avait déjà dit que niveau communication Vieira c'était pas ouf, mais alors là clairement il a touché les étoiles là. Qu'est-ce que tu veux dire après ça ? Je pensais carrément qu'il trollait moi. Je comprends qu'on ait investi autant d'argent dans de la communication avec Canal+, Intérieur Sport, tout ça, l'Odyssée, machin et tout, pour nous faire croire que Vieira était quand même un super communicant, tout ça, parce qu'en fait, quand tu le laisses seul face au micro, il est capable de te sortir une masterclass comme ça. Donc, je te dis, voilà. C'est triste quand même, parce qu'après le match, je me suis dit, j'ai même pas envie d'en vouloir à Patrick Vieira, parce que là, les joueurs ont perdu le match tout seuls, honnêtement. Merci. Bon, après, il y a toujours des reproches à faire sur la compo, la tactique, mais rien de nouveau par rapport au match précédent. Là, pour un derby, les joueurs se sont mis dedans tout seuls, mais derrière, il te sort ce genre de truc. C'est incroyable. Et dans ce cas-là, c'est incroyable. Il y a tout qui ressort d'un coup en disant non, mais en fait, le mec se fout de notre gueule, quoi. C'est interdit. Bien sûr que c'est. En plus, tu dis, mais bien sûr que c'est lui le coupable. T'as qu'une seule envie, c'est de. T'as envie de le secouer quand il te sort un truc comme ça. Mais en fait, le mec qui te dit ça. Non, mais ça, si t'es Dijon, tu peux dire ça, tu vois. Ouais, bah oui, c'est sûr, il y a pire que nous et tout machin. Mais bordel, tu te prétends un club du top 5 et jouer l'Europe et compagnie, et ton coach il dit ça, quoi. On n'est pas la meilleure équipe, mais on n'est pas la pire non plus. Bizarrement, les mecs sont pas motivés derrière. Parce que s'il leur fait le même discours en interne, tu sais, non mais les gars, bon, vous n'êtes pas les meilleurs, mais ça va, franchement. Il y a pire que vous, quoi. Il y a pire que vous, les gars, vous inquiétez pas. Super, quoi. La motivation, elle est à son paroxysme, là. Non, mais tu sais, t'as l'impression d'être pris un vent par ta crush du lycée qui te dit non, mais je vais pas sortir avec toi, mais ça va, franchement, t'es gentil, quoi. Moi, ça me fait la même impression. On reste copains. Non, mais on peut rester amis parce que ça va, t'es pas dégueu, quoi. Putain, c'est honteux. La double lame, déjà, t'es en train de pleurer du match, et derrière, t'as le taquet derrière la tête qui arrive, genre là, allez, tiens, prends-toi ça. Et le pire, c'est que je sais pas si la trêve est vraiment la bienvenue, parce que du coup, on va rester là-dessus pendant 2 semaines. Moi, ce qui me. C'est ça, tous les jours, on va y penser. Tous les jours, on va penser à Vieira. Ça va être ça. En plus de ça, vous reprenez la trêve avec un match contre Marseille. Donc, c'est un autre derby. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un concurrent. Et derrière, le match de la qualif contre le Slavia. Donc là, voilà, ça, Marseille et Prague, 2 matchs où t'as obligation de te racheter et de prendre 6 points, quoi. Donc, ouais, c'est assez ouf. Mais pour revenir sur Patrick Vieira, je pense pas que ça soit le fautif. Il fait partie des fautifs. Mais en faisant cette déclaration-là, il y a 2 trucs. Déjà, il se met en porte-à-faux contre déjà tous les supporters, comme je l'avais dit déjà dans un autre podcast, où à un moment donné, ferme-la, dis on a fait un mauvais match, et ça s'arrête là. Dis pas on n'est pas la meilleure, on n'est pas la pire. Mais putain, mais qui dit ça ? Mais même quand tu dis que Dijon ou quoi, mais même... Non, tu ne dis pas des trucs comme ça, ce n'est pas possible. Enfin, quel est le message que tu laisses passer déjà à tes supporters, qui sont, pour moi, en tant que supporter, tes premiers boss, parce que eux, ils sont toujours là, ils suivent le club, etc. Ils peuvent t'adorer, t'aduler, comme te détruire, et ça peut être néfaste aussi pour l'équipe. Encore que là, pour le coup, les stades sont malheureusement fermés. Mais je pense qu'un truc comme ça, le prochain match, vous le heureusement pour eux. Vous l'incendiez carrément. Donc, putain, ne sois pas en roue libre comme ça et dis des trucs sensés ou ne dis rien.
Tu sais, il y a un truc en radio, c'est quand t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Eh ben là, c'est pareil. Si t'as rien à dire ou que t'as pas envie de parler, ben tu la fermes, tu ne dis rien. Et les gens, comme nous, par exemple, là, qui faisons un podcast sur ce match-là, on aurait parlé du match et on aurait dit comme quoi les joueurs sont des vraies merdes sur le terrain, parce qu'il y a que ça à dire, je suis désolé. Ce n'est pas possible d'avoir des joueurs comme ça qui jouent sans intelligence de jeu. C'est incroyable, je trouve. Mais voilà, et là, en fait, tout se focalise sur lui. Alors peut-être que c'est un bon coup aussi, d'un autre côté, de sa part, tu vois, en disant mais je vais dire ça comme ça les mecs on charge pas mes joueurs et tout, mais à un moment donné les joueurs faut les mettre devant leurs responsabilités aussi, tu vois. J'allais te dire parce que je vois même pas l'intérêt de faire le bouclier. Bon, après on sait que niveau communication Patrick Vieira a un peu tout essayé, le côté de je prends toute la responsabilité sur moi, puis après il a commencé à se décharger sur les joueurs, puis là il reprendrait la responsabilité. Enfin, moi je vois pas très bien le message que t'envoies à ton effectif, et je pense que de toute façon on l'a encore vu hier, l'effectif voit pas le message qu'on lui envoie non plus de plus haut. Donc oui, on va forcément parler football, parce que bon, une fois qu'on s'est défoulé sur cette déclaration complètement lunaire, rien de nouveau sous le soleil. Enfin, c'est Patrick Vieira avec ses qualités, ses limites, ses sorties incongrues. De toute façon, on va en bouffer encore pendant 6 mois, donc qu'est-ce que tu veux? Enfin voilà, on a relevé l'anecdote, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Alors moi, je suis totalement d'accord. On en parlera après des joueurs qui sont. C'est un scandale ce qu'ils ont fait hier. Déjà, ça, deux matchs consécutifs où clairement ils mettent absolument rien de ce qu'il faut pour remporter un match. Alors là, en plus, c'était un derby, donc forcément, ça fait encore plus grincer. Mais juste pour revenir rapidement sur Vieira, je veux dire, tu mets une compo en place, un système en place. J'imagine quand même que tu as travaillé la semaine d'entraînement avec des analyses vidéo, tu as analysé ton adversaire et tout. Au bout d'un quart d'heure, Monaco, ils ont frappé 5 fois au cage et en 20 minutes, tu as changé 5 fois. Tu as changé 5 fois de compo en 20 minutes. Les joueurs, un coup Bambou, il est central, un coup il est à droite, un coup c'est Boudaoui, un coup Schneiderlin, il est en défense, puis il repasse au milieu. Au bout d'un moment, les gars, les mecs, comment tu veux qu'ils aient un peu des automatismes, des trucs, si toutes les 10 minutes, ils sont sur un autre poste sur le terrain, le système change, les trucs, c'est pas les mêmes. Et au bout d'un moment, je sais pas, t'es censé travailler un système à l'entraînement, un système pour contourner. Tu sais très bien comment ça joue Monaco. J'ai pas vu de match de Monaco cette année, mais j'imagine que hier, ils ont pas révolutionné leur football d'une journée à l'autre. Donc, je pense qu'ils ont joué le football comme ils le jouent d'habitude. Et on n'a pas bossé, en fait. On n'a pas analysé cet adversaire. On a rien fait pour contourner cet adversaire-là. Et tout le match, Vieira, il a été à la peine. Il a changé des trucs. Et un coup, on a joué à 3 derrière. Un coup, on est passé en 4-3-3. Un coup, on a rechangé, on est repassé à 3 derrière. C'est pas possible de faire ça. Tu peux pas faire ça en 45 minutes. J'ai une question là. Preuve que l'analyse vidéo marche quand même. Juste Brice, 2 secondes. Hein. Mais tu lis dans la presse ce matin que Dizazi, donc le premier buteur monégasque, te dit oui, le coach nous a dit qu'il avait vu à la vidéo que Nice laissait toujours un trou à cet endroit-là de la surface sur les corners. Du coup, j'ai marqué comme ça. Voilà. Super. Toujours avec cette zone scandaleuse. Hein. Analyse qu'on aurait pu faire nous-mêmes, hein, d'ailleurs, parce que c'est pas comme si c'était le énième but qu'on prenait sur corner de cette façon. Ah, tu veux aller à l'AS Monaco maintenant, tu vois, c'est... Non, du coup, c'était quoi ta question, Brice? Fais-nous rêver. Non. La question, c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Qui est arrivé en premier? C'est-à-dire que, est-ce que Vieira a dû tout changer? C'est encore une théorie de Brice. Non, c'est pas. Non, c'est une vraie question. Non, mais il faut se la poser. Je suis pas prêt, les gars. Non. Souvent, on dit l'entraîneur. Est-ce que finalement l'entraîneur ne change pas non-stop de tactique parce qu'il voit que ses joueurs sur le terrain, ils se liquifient, ils se chient dessus, et donc il change pour les mettre dans d'autres conditions pour essayer de combler sur le moment, ou alors c'est parce que lui n'est même pas sûr de ce qu'il a fait. C'est ça le problème en fait. C'est pour répondre à ça. Tu les vois tes joueurs. Ils se sont liquifiés. Tes joueurs la semaine d'entraînement quand même. Je veux dire. Tu les vois, tes joueurs, la semaine d'entraînement, tu es censé bosser un système, tu es censé t'adapter aussi à l'adversaire que tu vas jouer le week-end, savoir comment ils jouent, leurs faiblesses, leurs forces, pour contourner ça. Ton analyse vidéo, t'es les mecs qui dans le staff qui sont recrutés pour ça, ils sont censés t'apporter ces trucs-là. C'est-à-dire que analyser ton adversaire et contourner leurs blocs, trouver leurs failles et s'en servir. Et nous, t'as l'impression que ça, on le fait jamais, en fait. Pour répondre plus exactement à ce que tu disais, Brice, moi, je vais toujours sortir. Je vais aussi faire des théories fumeuses, hein, mais. Non, c'est pas des théories, c'est une question. Non, mais ça serait quand même une sacrée coïncidence statistique qu'on ait recruté que des mecs qui se chient dessus ces 3 dernières années sous le mandat de Vieira.
Je veux dire, au bout d'un moment, c'est soit on a fait une spécialité, on a fait un profiling psychologique et on a volontairement recruté des dépressifs et des mecs qui ont aucun mental. Ce dont je doute fortement parce que on les connaît les joueurs pour la plupart avant leur passage à Nice, c'était pas trop le truc. Soit en fait, tu as un esprit qui règne dans ce groupe qui pue la défaite ou l'autosatisfaction, ou tu mets le mot que tu veux derrière, mais on l'a tous vu, les mecs, ils arrivent chez nous, ils ont des bonnes intentions, et au bout de 2 mois, ça devient des putains de dépressifs. Dire ton chouchou Schneiderlin, entre le moment où il est arrivé et aujourd'hui, mais attends, on est au mois de novembre, et le mec, c'est déjà plus que l'ombre de lui-même, il est perdu. Et la saison, elle a commencé tardivement. En plus. Et la saison, elle a commencé il y a 2 mois, quoi. Et le mec, il est paumé, il sait pas quoi faire. Il prend carton sur carton, parce qu'au milieu, il nage tout seul. Là, tu le mets derrière, parce que ça fait 3 matchs, de toute façon, qu'il sauve, il fait les pompiers de service derrière. Il doit en avoir plein le cul aussi, il envoie des flèches, parce que les mecs, il doit en avoir ras le bol aussi. Il doit se faire trimballer. Je suis désolé, Dolberg, parce qu'il y a un moment donné, on va forcément en parler, mais je vais commencer les hostilités. Vas-y. Dolberg, c'est de sa faute et tout, il veut se barrer, c'est les cambriolages, c'est le seul blanc, c'est je sais pas quelle autre théorie de merde qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux ces derniers mois, personne lui fait la passe, tout ça. Dolberg, fantomatique tout le match, Guiri prend sa place dans l'axe, il devient fantomatique aussi, il touche plus un ballon. Voilà. Donc qu'il puisse faire mieux, qu'il ait raté des duels, moi ça je veux bien l'entendre, toute critique technique, mais il y a un problème avec le poste de numéro 9 dans cette équipe. Les matchs où Guiri, on l'a encore vu hier, est passé dans l'axe tout seul, il devient fantomatique, il a le même problème que Dolberg. Il faudrait voir la stat de Guiri hier quand il est passé dans l'axe. Franchement, je pense qu'il a plus touché un seul ballon, mais vraiment. C'est pas histoire de défendre Dolberg ou quoi que ce soit, hein, parce que clairement, on l'a dit, Dolberg, c'est insuffisant ce qu'il montre, et c'est vrai. Mais franchement, il faudrait voir la stat. Je pense que Guiri, quand il est passé dans l'axe au moment des changements, il a vraiment plus touché un ballon. Ouais, mais bon, après, t'as aussi, il n'y a pas que Vieira qui est là fautif. T'as aussi les joueurs derrière qui ne veulent rien faire. On dit pas que c'est Vieira. On dit que c'est un problème. On l'a toujours dit, c'est un problème collectif. Bon, ouais, t'as quand même un chef d'orchestre qui est censé mener ce collectif à la baguette. Voilà. Et derrière les joueurs, on peut faire un top flop comme d'habitude. On peut dire ce qui a merdé, tout ce que tu veux. À la limite, tu sais qui je mets en top ? Le seul, parce qu'à un moment donné, quand même. Non, j'aurais mis Benitez. Bah oui, il y a forcément Benitez. C'est la seule raison pour laquelle je perds pas 5-0, Benitez. Voilà. Moi, j'ai aimé Lotomba aussi. Si on parle rapidement du top, j'ai bien aimé Lotomba. Il s'est battu, il a essayé un peu quelque chose. Ça a été, voilà. Mais après, qu'est-ce que tu veux sortir de ce match ? Franchement, et encore, j'ai lu dans la presse, Les Melou qui déclare tu peux pas gagner un match en jouant 45 minutes. Mais jamais de la vie, on a joué 45 minutes. Jamais joué 45 minutes. Mais Pierrot, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, a souligné 3e but en 4 matchs pour Pierrot. Bon, anecdotique, mais. Oui, mais il est là. Mais on n'a jamais joué. Les autres faisaient pareil, ça serait bien. Jamais. C'est juste qu'en deuxième mi-temps, Monaco, ils nous ont laissé un peu le ballon en disant vas-y, essayez de faire quelque chose. Ils étaient bien en place, on a eu aucun espace, mais ils nous ont laissé le ballon et c'est tout. Mais voilà, s'ils avaient continué à presser et à mettre leur jeu comme en premier mi-temps, on en prend 5 et l'affaire elle est réglée. Je pense sincèrement que Nice en fait a un gros problème avec les équipes qui jouent l'Europe ou qui ont déjà joué l'Europe et qui ont un niveau, parce qu'ils sont pas à ce niveau-là et ils se prennent des tollés parce qu'en gros ils sont pas du tout en mouvement. Tu regardes Angers, c'est maîtrisé, c'est abouti, nickel. Lille, c'est 2 équipes qui viennent de jouer à 3 jours d'intervalle. Il y a une espèce de match nul. Ils mettent quand même de l'intensité. Bon, et puis ils venaient de se prendre une fessée. Donc, ok. Mais mis à part ça, tu prends le Slavia et tu prends Monaco. Ils ont mis... Tu regardes, c'est exactement pareil. Ils ont mis de l'intensité quand il fallait mettre de l'intensité. Ils sont incisifs et décisifs devant le but. Parce que les mecs, c'est une balle dans la surface de réparation, les mecs frappent d'entrée de jeu, ils cherchent pas à comprendre, et c'est des attaques placées, et ils mettent un pressing assez haut, et derrière tu perds. Et si tu regardes, c'est quasiment les mêmes schémas, c'est-à-dire c'est des équipes qui ont une forte intensité comme un Coupe d'Europe, et toi tu n'arrives pas à la tenir. T'arrives pas à la tenir. Déjà parce que tu joues comme une merde et tu pars de très très bas. C'est incroyable. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux détester autant le football en étant footballeur. Je sais pas. J'y arrive pas, moi, à comprendre. On pourra me l'expliquer comme vous voulez, mais faire des passes dans sa surface pour repartir d'aussi bas quand tu vois que tu as Kevin Volland, Ben Yedder et l'autre, Diop.
de mémoire, qui sont quasiment devant la surface de réparation, et toi, Benitez, ou même les joueurs, ça passe, ils se la passent dans la surface. Mais où t'as vu ça, mec? Mais ça, c'est parce que t'es pas capable de faire un pressing efficace. Parce que si c'est toi qui le fais le pressing haut, t'as pas 14 mecs dans ta surface. Ben oui. Mais vu que tu les laisses venir, tu te fais marcher dessus. Et puis, c'est l'histoire de la saison, ça. Qu'on me dise pas que à part offensivement, parce qu'on sait que Ben Yedder, il est incroyable et tout, mais à part offensivement, Monaco sur le papier, ça a rien à nous envier, je veux dire. Sur le papier, que ce soit en défense et au milieu de terrain, t'es limite sur le papier supérieur à eux. Et au final, il y a 10 classes d'écart quand tu vois le match, quoi. Et clairement, c'est-à-dire faut quand même en parler tout de suite. On va déplomber peut-être que ce que certains de nos auditeurs sont en train de se dire en nous écoutant. Oui, on a perdu que 2-1. Mais quand tu vois les statistiques, notamment en termes d'occasion et de tir, et le fait que Benitez fasse un super match, voilà, c'est-à-dire il n'y a pas un but d'écart dans la production du jeu. On n'a pas. C'est une connerie de Madonné, pardon de te couper. Voilà, c'est une connerie de leur troisième gardien, tu vois. Donc, franchement, on a été surclassé par Monaco, et beaucoup plus que l'année dernière, où effectivement on a une première demi-heure compliquée et Monaco peut tuer le match en menant 3-0. Mais après les 60 minutes qui restent, on n'a jamais la tête sous l'eau et on arrive à revenir. Donc oui, il y a le fait de jeu que c'est Dolberg qui marque 5 minutes après que Golovin fracasse la barre, mais c'était un match immensément plus équilibré pendant 1 heure et on a joué plus de 45 minutes que par rapport à hier où en fait t'as joué, je suis même pas sûr que t'aies joué un quart d'heure à un moment donné, tu vois, et puis pour le coup t'as pas eu de vraie occasion à part le but. Qu'est-ce qu'il y a eu comme véritable occasion construite, à part des frappes de loin ou des. Moi, j'ai pas au gardien, quoi. On a fait 2 frappes, c'est Dolberg et Reine Adélaïde à un moment, 2 frappes au gardien qu'il aurait pu arrêter avec la poitrine. C'est même pas des occasions, je veux dire. Non, mais c'était catastrophique. Dans le jeu, c'était catastrophique. Et en plus de ça, t'as pas de joueurs pour aller jouer physiquement les duels. T'as rien. T'as des mecs qui se chient dessus, clairement. Il n'y a aucun contact, ils évitent le contact. Alors, tu as des équipes comme 4 fautes, je crois. J'ai vu passer la stat. 4 fautes en fin de match. 6, parce qu'on en fait 2 à la fin. On fait 2 dans le temps additionnel, c'est ça. Voilà. Mais tu t'en rends compte à la 80e, on avait fait 4 fautes. Ouais. C'est un derby. Au-delà de. Alors, on va pas faire comme les mecs dans les années 90, fallait casser des hanches, faire des croisés. T'as une bonne agressivité à mettre. Voilà. Tu vois, on dit pas qu'il faut finir avec 3 cartons rouges non plus. Mais en fait, quand tu regardes réellement les matchs, et ça fait un petit moment, donc depuis le début de la saison, c'est ce qui manque, c'est-à-dire tu n'as pas de mecs qui te rentrent dans la gueule sur le terrain, dans les duels, pour montrer que putain, il y a quelqu'un, il y a une présence. Mais comme je disais. Pourquoi Schneiderlin il arrête pas de prendre des jaunes, il est suspendu contre Marseille et parce qu'il est seul à le faire, surtout. Voilà, c'est tout. Il est seul à un peu en étant un peu en grossissant un peu le truc, mais il est seul à envoyer des taquets. Bien sûr. Seul à envoyer des taquets, le gars. Il a joué 12 ans en Angleterre, il doit halluciner de son retour en France. C'est le seul à envoyer des taquets, forcément. On voit que lui qui envoie un peu des flèches, forcément, dès qu'il fait une faute, boum, c'est jaune. Et si t'as 5-6 joueurs comme ça, qui vont un peu au mastic, qui fracassent un peu, le mec, au bout d'un moment, il va dire bon, tu vois. Et c'est sûr, là, quand t'en as qu'un qui va au mastic, c'est pour ça que moi, Schneiderlin, j'ai du mal. Bien sûr que tous les joueurs sont critiquables parce qu'il y en a pas un qui est exemplaire. Mais pour moi, Schneiderlin, quand même, il essaye de faire ce qu'il peut dans une équipe qui est où c'est très compliqué, voilà, et il se noie beaucoup quand même. Il essaye de faire ce qu'il peut. Et il est orphelin de Dante, je pense, tu vois, parce que déjà, ils étaient que 2 véritables cadres dans cette équipe. Là, il se retrouve tout seul. Il y a PLM qui a récupéré le brassard, mais qui prend plutôt ses responsabilités. Moi, je trouve, c'est pas encore fou dans le jeu et tout, mais dans la récupération, dans le pressing offensif, on a quand même vu pas mal d'occasions et je pense que sa série de buts là, elle est pas innocente. Mais c'est trop peu. Je veux dire, on les a vus tous les deux, Schneiderlin et Lesmilou au milieu, ils ont pris les lames adverses tout le long, ils ont pris la foudre. Je veux dire, ils étaient tout seuls, il n'y avait pas de premier rideau, eux ils étaient que 2, ils se sont fait bouffer par le milieu monégasque, et derrière il y avait des enfants, je veux dire. On va pas foudroyer Nsoki tout de suite, mais t'as ça derrière, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Comment tu veux repartir de derrière et relancer proprement? Je veux bien pas foudroyer Nsoki tout de suite si le mec, ça arrive, t'as une errance dans le match. Bon, là, il en a fait 5 quand même. Le gars, au bout de la 5e, au bout d'un moment, tu prends un but, tu vois.
Ouais, Quand tu fais mais 5 Du coup, tu le foudroies tout de suite. Bah oui, non, mais c'est bon. Le gars, je veux bien que par match, tu peux avoir une errance, faire une mauvaise passe, un truc, ça arrive, tu vois, surtout quand tu essayes de proposer ce type de jeu où on repart de derrière. Je suis d'accord que, comme avait dit Vira, tu peux prendre des risques et ça peut être. Mais là, le mec, il en a fait 4 ou 5 dans le même match, quoi. Des passes directement monétisques. Ah, mais tu peux pas faire ça. C'est pro, c'est interdit. C'est horrible de les voir jouer comme ça. Et le pire, tu vois, c'est comme dans nos tafs respectifs, etc. On n'est pas footballeur, évidemment. Mais quand tu travailles en équipe et que tu sens que tu as fait une connerie et qu'il n'y a personne derrière pour t'aider, pour dire allez, t'inquiète, ça va aller. Maintenant, on est soudés, on fait le truc ensemble. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces encore plus parce que toi, tu essayes de vouloir sauver la baraque. Tu fais encore plus. Ben, Ensoki, c'est pareil. Et donc, évidemment que Ensoki a été nul. Forcément. Mais sincèrement, c'est un truc collectif. Tu peux être nul, comme tu dis. Derrière, si tu as un collectif qui est plus fort que les individualités et qui t'amène à dire maintenant, c'est bon, on se ressaisit, on y va, on y retourne. Ben, voilà, ça partage un peu ce sentiment. Mais putain, là, c'est compliqué. C'est réellement compliqué. Il n'y en a pas. Et oui, mais en même temps, le type. Il n'y en a pas un qui se parle dans l'équipe. Mais le type, il a qui avec lui, Ensoki, hier? Le type, il a Bambou à côté de lui, qui est peut-être pas spécialement meilleur. Et je suis même pas sûr qu'il connaisse les 3 mots en français pour le rassurer. Tu vois. Il n'a pas parlé français. Voilà, t'as Lotomba qui lui fait le taf. Bon, il a, je sais pas quel âge il a, Lotomba. Il est jeune, tu vois, il est international A même maintenant, mais tu vois, on va pas dire que c'est un vieux avec de la bouteille. Et on a collé Boudaoui latéral aussi sur ce match. Donc, pourquoi pas, tu vois. Donc bon, le gars, il est aussi entouré de jeunes joueurs qui doivent eux-mêmes se rassurer avant de penser à faire des câlins aux autres, tu vois. Mais t'as pas besoin de parler une autre langue, t'as pas besoin de parler la langue, le français pour le coup. Non, je grossis le trait en disant ça, mais c'est aussi un jeune joueur qui a sa 2e saison pro. Bambou, tu vois, donc mais quelle légitimité il a pour rassurer son collègue. Mais quand tu vois que tu as des équipes hyper jeunes, alors encore une fois, c'est peut-être un peu hors propos, mais tu as l'Ajax, etc., d'ailleurs, Dolberg en faisait partie de cette équipe-là, hyper jeune, etc. C'était un collectif, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, mais ils étaient soudés entre eux. Soudés, vraiment. Tu n'as pas besoin de parler français. Peter Bosz aussi, quoi. Comment ? Alors déjà... Il y avait Peter Bosz entraîneur aussi. D'accord, mais là je te parle effectif. Là je te parle effectif et je te parle de ça, mais derrière on peut parler aussi de Nantes dans les années 2000 ou quoi, où ils avaient vraiment des équipes très jeunes et ils avaient un collectif, un effectif. Il y avait un truc où ça travaillait ensemble. Il n'y avait pas besoin de tout le monde parler français, tu sais, juste un petit geste, une petite tape, un petit genre t'inquiète, ça va aller, on y retourne. Ça tu le vois pas, ils communiquent pas entre les mecs. Là tu prends aussi quand même l'exemple de club formateur où tu avais une grosse ossature et on peut citer Lyon aussi qui a eu des équipes très jeunes certaines années où c'est des jeunes qui ont joué ensemble depuis des années, ce qui n'est pas le cas à Nice. Tu vois, à Nice, c'est quand même des pièces rapportées d'un peu partout. Oui, donc d'accord. L'esprit d'équipe, la cohésion, tu peux pas l'avoir comme dans les clubs que tu cites. Et en plus, malgré tout, je t'invite à regarder la moyenne d'âge de ces équipes. Alors peut-être pas Nantes, ça fait un petit travail d'archive, mais ne serait-ce que l'Ajax maintenant ou d'autres équipes jeunes, tu n'as pas qu'un seul trentenaire et tu as quand même plusieurs joueurs qui ont plus de 25 ans ou des joueurs qui ont une certaine bouteille, une expérience de compétition européenne et du top niveau national. Là, tu n'as vraiment que des joueurs qui débutent dans le monde professionnel. C'est ça le plus le problème. C'est pas l'âge. C'est vrai que l'âge, c'est assez réducteur parce que tu as des jeunes joueurs qui sont expérimentés. C'est pas la norme. En général, un jeune joueur, il est jeune et il a forcément moins d'expérience qu'un qui est plus vieux. C'est pas toujours le cas, je te l'accorde, mais régulièrement. Là, tu as plein de jeunes joueurs qui n'ont pas qui ont du coup pas l'expérience, ils n'ont pas commencé à 16 ans, on n'a pas des Kamavinga ou des Mbappé, tu vois, on a des jeunes joueurs qui ont suivi un cursus à peu près normal. Tu as des joueurs un peu plus âgés, très peu, qui eux-mêmes aussi n'ont pas eu une carrière spécialement riche du haut niveau. Je pense à Alex Melou ou à Benitez, tu vois, qui sont quand même passés par des chemins de traverse ou qui ont un peu débuté sur le tard et pour qui Nice est un peu le plafond qu'ils ont connu dans leur carrière. Et après, tu n'as rien. Enfin, je veux dire, t'as Schneiderlin, tu vois, mais bon, pour tout ce qu'on a dit, il est bien tout seul. T'as Dante qui est blessé, et après, démerde-toi. Je veux dire, t'aurais éventuellement Ronny Lopez, mais voilà, parlons-en de son match aussi hier à Ronny. Bon, je suis un peu rageux qui me fait rater mon pari. Il a juste à marquer un but et je faisais 3 sur 3. Mais. C'est répétitif aussi, Ronny Lopez pour l'instant. On a l'impression qu'encore une fois, il n'est pas.
il est pas au top physiquement, donc ça doit y jouer, mais il va lui falloir combien de temps pour être au top physiquement? Il va être au top. Là, il va arriver Noël, il va se gaver, il va être prêt en mars, le gars. Non, mais même s'il est au top physiquement, je veux dire, qu'est-ce que ça va changer en fait dans cette équipe-là? Est-ce que tu penses vraiment que Ronny Lopez, c'est le genre de joueur, techniquement comme mentalement, qui va pouvoir ressusciter un peu l'esprit de compétition dans cette équipe? Allez, Mais il faut être un au leader mieux, pour tu ça. vas avoir non, mais au mieux, tu vas avoir un deuxième joueur qui va être capable de te marquer quelques buts, tu vois, avec Guiri, peut-être que Dolberg sera un peu mieux pourvu de ballon, mais dans l'état d'esprit, qu'est-ce que ça va changer d'avoir un Ronny Lopez au niveau? Allez, tu vas peut-être gratter quelques points de plus parce qu'il va être un peu plus décisif, comme on l'a vu la semaine dernière, enfin avant cette semaine de compétition, mais fondamentalement, c'est pas lui qui va prendre la main sur l'effectif, et en plus, s'il faut, dans 6 mois, il est même plus là, donc quelle est sa capacité de projection à Nice? Mais encore une fois, le problème, que là, comme ça, je pourrais dire, ça marche pour Ronny Lopez et c'est valable aussi pour Reine Adélaïde, mais on a l'impression que tout simplement, c'est pas des ailiers, les mecs. Ils ont l'air meilleurs dans l'axe, au cœur du jeu, même si là, hier, Ronny Lopez, les quelques fois où il est passé dans l'axe, il n'était pas meilleur. Mais on a l'impression qu'on s'entête à vouloir mettre ces mecs-là sur les ailes. Que ce soit, on l'a fait avec Claude Maurice, ça n'a pas marché. On le fait avec Ronny Lopez, ça marche pas. Reine Adélaïde, on le voit pour l'instant, il n'est pas prêt physiquement. Franchement, il avance à 2 à l'heure sur le côté, c'est pas possible d'avoir un mec comme ça. Ben, pourquoi ne pas essayer de, même si tu veux rester à 3 derrière parce que tu as l'impression que ça fonctionne mieux qu'en 4-3-3, mais pourquoi ne pas essayer on l'a dit et répété, de jouer avec 2 pointes et un numéro 10, vraiment de renforcer ton axe, parce que on voit très bien que les 2 joueurs du milieu, ils prennent la foudre. Eh bien, renforce ton axe, mets un 10, un 8-10 un peu comme Reine Adélaïde ou Ronny Lopez pour aider un peu tes 2 mecs au milieu sur les phases défensives. Et mets Guiri Dolberg ensemble devant pour essayer, ça coûte quoi? Bon, après, on avait réclamé comme essai Schneiderlin aussi dans l'axe de la défense, donc on a vite essayé, on a vite vu que c'était une idée de merde. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on en est encore à essayer des trucs, à se poser la question de qu'est-ce qui serait mieux, parce qu'en fait, on n'a aucune idée d'où on va, tu vois. Ouais, on n'a pas avancé. C'est surtout parce que tu n'as pas de base. Tu peux essayer plusieurs trucs quand tu as tes bases et puis bon, tu veux faire évoluer ton équipe et tout. Là, c'est que tu n'as vraiment rien. Tu as le néant. Si tu as 7-8 gars sûrs et tu as ton ossature, oui. Voilà. Après, tu peux t'amuser à mettre un mec sur le côté, dans l'axe, tu vois. Ton ailier droit, tu le fais passer 8,5. Enfin, tu fais ton Mourinho, tu mets Eto'o en défense, quoi. Mais là, c'est qu'on est déjà pas on a déjà pas on a plus de défense titulaire, on va dire. Là, moi, après le match d'hier, tu vois, après le match face au Slavia, on s'est dit Danny Luke, c'est trop jeune. Ok, super. Du coup, on a vu le match hier. Tout le monde se dit pourquoi on n'a pas mis Danny Luke. C'est peut-être meilleur que bon. Non, mais du coup, tu sais pas, oui. Je veux dire, ta certitude, c'est Pellemar. Alors, pas de chance, c'est le dernier dans la hiérarchie. Donc, ça aussi, moi, ça m'inquiète au demeurant, tu vois, de te dire, en fait, ton joueur le plus fiable jusque-là. Est-ce qu'il y a vraiment une hiérarchie? Tu vois, c'est le dernier dans la hiérarchie. Il a 20 matchs de Ligue 1 dans les pattes. Bon, super, ok. Donc, voilà, ta défense, t'es un peu à l'ouest. Le milieu de terrain, visiblement, personne ne veut de Schneiderlin, Lesmelou, mais qu'est-ce que c'est l'alternative? Tu vois, Danilo est blessé, Boudaoui, de toute façon, il a joué moitié latéral, moitié ailier. Le type, on le verra jamais à son poste, visiblement. Il a été plutôt devant, bon. Il a été plutôt oui, bon. non, mais Boudaoui, c'est un super joueur. Il va être bon partout. Je pense que tu peux même le mettre gardien, il sera pas ridicule. Mais pareil, tu vois, c'est vraiment du bricolage. Et devant, qu'est-ce que tu as comme certitude? Tu as une certitude, c'est que qui que tu mettes au poste de numéro 9, il va instantanément se liquéfier. Donc laissons Guiri à gauche. Il va marquer quelques buts. Après, les 2 autres postes devant, tu mets qui tu veux. Sur un malentendu, peut-être qu'il y a un ballon qui va rebondir sur eux. Mais en fait, Ronny Lopez, il est pas à l'aise à droite. Claude Maurice, on le voit de temps en temps, mais tu sais jamais si c'est droite, gauche, milieu. Donc oui, de temps en temps, c'est jamais transcendant. Dolberg, petit à petit, moi, plus je le vois, plus j'ai envie de pleurer. Tu vois, j'ai envie de me mettre dans un coin de la pièce, de me rouler en boule sous une couette, avec un pot de glace et de me dire, putain, tu te souviens quand on avait un super joueur qui s'appelait Casper Dolberg? Ouais, mais est-ce qu'il a déjà été super à Nice? Est-ce qu'il a vraiment été super? Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Mais t'as pas vu la saison dernière? Non, mais attends. Alors attends. Qu'est-ce que c'est que la définition super pour vous? C'est ça aussi. Le mec, il était efficace, il avait des occasions, il te met 12 buts en 28 journées. Enfin, c'est des stats plus qu'honorables. Il est décisif dans un match très important dans le derby. Enfin, super, quoi. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Je comprends alors. Parce que pour moi, super, c'est pas ça. Super, c'est le genre de mec,
Coupe d'Europe, il a 2 ballons, il te les met. Hein. Ça, c'est un super attaquant, tu vois. Sa première saison, c'était ça. Hein. Oui, sa première saison, il avait pas plus de ballons. On râlait que Ounas lui passait jamais la balle, que je sais pas quoi. Enfin, donc ça veut dire qu'il s'est détérioré lui tout seul dans son jeu, parce qu'il a jamais eu autant de ballons, il a jamais eu beaucoup de ballons. Et il se détériore. Là, il en a encore moins que l'année dernière. Voilà. Je suis désolé. Enfin, je sais pas ce que Cédric en pense, mais moi je trouve qu'il a encore moins de ballons que l'année dernière. Et le peu qu'il a, il vient les chercher en fait. Surtout, le problème c'est que de Dolberg, c'est qu'on, je veux dire, on a l'impression d'être surpris en fait, mais on sait très bien quel profil d'attaquant on a recruté. On sait très bien que c'était un profil un peu lourd entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va peser sur les défenses. Il viendra pas, c'est pas du tout un Gouiri. Il va pas descendre, prendre le ballon, dribbler 3 mecs. Voilà, il est bon avec des ballons devant les cages. Mais voilà, si t'es surpris qu'ils descendent pas chez des ballons, ils viennent pas faire du jeu, fallait pas prendre Dolberg tout simplement en fait. Je veux dire, c'est pas son profil, c'est pas comme ça qu'il est bon. Il est bon devant les cages, c'est un renard des surfaces, il a besoin de ballons. On sait que le moindre ballon devant les cages, ça peut faire but, mais le problème c'est qu'on lui donne pas ces ballons-là. Mais on n'est pas surpris, je pense. Hein. Tout le monde le sait très bien, Patrick Vieira le sait très bien, le board le sait très bien. C'est juste qu'on a la chance inouïe d'avoir un Gouiri qui marche sur l'eau pour le temps que ça dure. Et là, on voit bizarrement que ça commence à baisser un peu de régime naturellement parce que là, il a joué plus de matchs en 2 mois que ces 6 dernières années, tu vois. Mais je veux dire, bien sûr que, c'est vraiment le cache-misère. Je veux dire, Gouiri découvre le monde professionnel. Il avait joué 13 minutes en professionnel avant de signer à Nice. Là, il enchaîne 2 mois de compétition. Il a quand même marqué plus de buts que je pense on espérait sur toute la saison au moment où on l'a signé. Mais s'il n'est pas là, c'est une catastrophe. Je veux dire, tu mets Claude Maurice à la place, sans vouloir flinguer Claude Maurice cette fois, mais tu mets n'importe quel joueur qui ne marche pas sur l'eau à sa place. Et en fait, c'est une catastrophe tes résultats. Je veux dire, et ton fond de jeu, c'est une catastrophe. Parce que tu vois, Gouiri, si lui va pas chercher les buts comme tu dis, un peu dans ce profil de faux neuf à la Benzema, tu vois, il redescend, participer au jeu, il élimine un peu les adversaires, un peu comme Benzema quand il était plus jeune à Lyon, mais jamais tu arrives à te procurer d'occasion de but et jamais t'es 7e ou 8e du classement aujourd'hui. T'es dans une merde noire hein, si le gamin il excède pas toutes les attentes. Ce qui est inquiétant, c'est que on parlait souvent de matchs un peu de bons matchs en one shot avec Vieira, mais en fait cette année c'est un peu différent. Mais si tu regardes la saison depuis qu'elle a commencé, en fait c'est 2-3 matchs dégueulasses, ensuite 2-3 matchs plus ou moins bons, voire bons, et puis derrière tu retournes dans les travers, tu refais 2-3 matchs dégueulasses. Voilà, c'est plus des one shot, mais tu continues à faire le yo-yo. À pas du tout être régulier. Là, sur les derniers matchs, les dernières émissions qu'on a fait, on soulignait le fait qu'il y avait enfin une constance dans les résultats et dans le jeu produit. Et force est de constater que là, depuis 2 matchs, tu retombes dans tes travers, tu redeviens l'équipe quelconque, les joueurs que tu reconnais absolument pas. Alors voilà, peut-être que contre Marseille, tu vas revoir un Nice correct. Mais j'ai l'impression qu'en fait, toute la saison, ça va être en dents de scie. On va faire 2 bons matchs, 2 matchs pourris, 2 bons matchs, 2 matchs pourris. Et tu peux pas prétendre à quoi que ce soit comme ça. C'est pas possible. Même si le championnat ça dure, est en faible. Plus, tu vois. C'est pas comme si on le découvrait là. C'est que ça dure. Là, l'équipe s'est constituée super tôt, dès la fin du mois de juin, début juillet, pour se préparer et éviter ça. Je pense que c'est ça le but avoué de faire un mercato très tôt. C'est d'être les premiers à être prêts pour la compétition et développer les automatismes. Mais en fait, non, quoi. Enfin, ça a pas du tout marché. Et tu vois la même équipe que l'année dernière, avec plus de qualité, pourtant, mais encore moins de certitude. Enfin, c'est quand même pour ça que j'ai du mal à dédouaner totalement Patrick Vieira, c'est te dire, c'est bien lui la constante dans l'animation collective. Je pense qu'il a largement participé au choix de recrutement, ne serait-ce qu'au moins pour 1 ou 2 dossiers où on sait que c'était ses priorités à lui. Comme et en Ronny fait, Lopez. tu vois que voilà, comme Ronny Lopez, pour pas le nommer, mais enfin ça n'a pas progressé. Je veux dire, on n'a pas progressé dans le jeu. Je suis d'accord avec Cédric dans le sens où on arrive à mettre une régularité qui est peut-être un peu meilleure. Tu vois, on va l'avouer, le match qu'on a fait face à Angers, c'est un match référence. Moi, sur les 2 dernières années, j'ai pas souvenir d'un match comme ça. Donc c'est que malgré tout, notre meilleur est devenu meilleur. Mais après, je suis pas sûr que notre niveau moyen, lui, par contre, se soit vraiment amélioré. Non, mais parce que de toute manière, comme tu as dit, Angers, c'était un très bon match, mais en fait,
vous faites partie des équipes qui sont forts contre les faibles et faibles contre les forts. C'est tout en fait. Vous n'arrivez pas. Il y a un système de jeu. C'est même pas un système de jeu. C'est-à-dire qu'il y a une vision de jeu qui n'est pas faite pour jouer contre les gros. C'est tout. Normalement, contre les gros, il y a deux solutions. Soit tu joues dur, tu mets le pied sur le ballon et sur le joueur aussi un peu, de temps en temps, chose que vous ne faites pas. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire la passe à 10, trouver des espaces, trouver des zones libres, etc. et pas rester comme des santons et tout. Mais en fait, le problème, c'est que les joueurs, tu as l'impression qu'ils n'ont aucune intelligence tactique et qu'ils restent tous à leur place. Il y a, mis à part Schneiderlin et un peu Pierre Lesmelou, il y a qu'eux qui font des dépassements de fonction, on va dire, dans leur jeu, dans ce qui leur a été demandé, ce qui leur amène à prendre des cartons, etc. Mais les autres, tu as l'impression que c'est des santons. Tu sais, ou des bébés, tu leur dis tu fais ça et tu fais que ça. Oui, très bien. Mais tu sais, quand on dit que les joueurs sont des enfants, c'est ça. Hein. Je te rejoins. Je pense que. Et ça transpire un peu dans les interviews d'après-match ou à la presse et tout. Les joueurs essaient d'appliquer très strictement des consignes, donc je ne sais pas pourquoi. Aucun dépassement de fonction. J'en veux pour preuve que si un peu Pellemar quand même qui a fait une ou deux fois des rushs et qui s'est un peu débordé sur le côté ces dernières semaines, tu vois. Mais dire à chaque fois qu'on a la balle sur le côté, qu'il y a un latéral ou un ailier qui essaie de centrer, t'as jamais personne dans la surface. Qui monte, qui fait l'effort de monter, de compenser la montée de quelqu'un. Enfin, rien du tout. Et du coup, tu arrives à te faire contrer alors que t'as personne qui part aux avant-postes. C'est ça. Parce que comme tu dis, on est tous figés, tout le monde joue avec le frein à main. Monaco très intelligemment a joué le contre face à nous, parce qu'ils savent que de toute façon on a la possession et que cette possession-là, elle sera stérile, qu'on n'en fera rien et que ça sera très très facile de nous prendre de vitesse en contre. Donc franchement, Kovac, pour le coup, il a tactiquement, il a très bien analysé nos faiblesses. Il a su prendre le meilleur sur Nice. Je pense que le score, ils ont beaucoup de chances de s'en sortir en gagnant à 2-1 parce que sans la masterclass de Ensoki, peut-être qu'on arrive à escroquer un nul. Mais après, par contre, sur le niveau ratio tir, occasion, tout ça, on s'est pris une déculottée, comme tu as dit. Ah, totalement. C'est une véritable déculottée. Et je reviens sur ce que je disais. Il faut vite changer la vision du jeu. Au-delà du schéma tactique et tout, pour l'instant, ça ne veut rien dire. Parce que le fondamental, le truc, l'essence même, c'est que ton jeu n'est pas fait pour jouer l'Europe. C'est tout en fait. La manière dont tu joues, tu vas te faire défoncer. T'as pas une équipe athlétique. T'as pas une équipe qui est capable de créer la différence. Par contre, tu peux avoir une équipe, comme tu disais là tout à l'heure, qui a beaucoup de possession. Ça, c'est vrai. Putain, serre-toi-en de cette possession. Essaye de casser des lignes, essaye de tout le temps être en zone, en mouvement, pas en zone, justement de pas être en zone et d'être en mouvement, pardon, excusez-moi, ce que je voulais dire. D'être tout le temps en mouvement, essayer de chercher le ballon, revenir un tout petit peu derrière, mais essayer de monter. Il n'y a rien. Il y a pas un joueur qui va faire un dépassement de fonction en disant vas-y, je vais monter. Il y a Lotomba qui va me centrer et je vais mettre un coup de tête. Tu vois. Si ça rentre pas, c'est pas grave, mais au moins t'as montré que putain, tu y allais. Et en plus, là, tu n'as même pas besoin des consignes de l'entraîneur. Je veux dire, si t'as des joueurs à qui t'as inculqué une culture tactique et qui ont une complicité soit naturelle, soit travaillée à l'entraînement, tu sais que t'en as un qui va dire spontanément, je peux monter. L'autre va voir qui monte, il va couvrir le couloir ou le secteur du jeu. Je veux dire, combien de fois on l'a vu, je veux dire, sous Lucien Favre ou même avant sous Claude Puel ou dans plein d'autres équipes. T'as un joueur qui décide de monter. Et du coup, mécaniquement, le rideau se ferme derrière lui, il revient en poste et ainsi de suite. Enfin, tu le vois tout le temps. C'est ça le football, c'est un jeu de mouvement à la base. Voilà, c'est ça. Non, mais vous l'avez bien dit au niveau du mouvement, mais hier c'était, même depuis quelques matchs, mais hier c'était flagrant ou par période. Clairement, tu as des joueurs qui marchent sur le terrain. Vraiment, ça joue à la baballe en défense. Même mon fils de 8 ans, hier quand même, il m'a dit, papa, on a 60% de possession pour rien, il m'a dit. 8 ans quand même. Je veux dire, je sais même pas si c'est grave en fait qu'ils s'en rendent compte, tu vois. On joue à la passe à 10 dans nos 50 mètres, voilà, et la moitié des joueurs marchent. C'est-à-dire que on croit trouver des espaces en fait en faisant du handball, en changeant de côté sur des passes courtes qui servent à rien. Alors tu peux casser un rythme en faisant une transversale.
Voilà. En jouant plus vite à une touche de Mais balle. Ce qu'on pouvait faire à l'époque de Favre, où effectivement, tu faisais tourner, tu avais un peu ce système handball qui était parfois un peu frustrant. Mais Oui, je veux dire, bon. à force d'étirer le bloc et en jouant une touche de balle très Tu le rapidement, casses. tu arrives à désorganiser le rideau devant toi. Là, vu que tu gardes la balle, tu mets aucun rythme. Voilà. Il se déplace avec le ballon en face et au final, tu crées jamais d'espace. Eux, en fait, à partir du moment où c'était pareil contre Prague, hein, on a dit contre Prague que tactiquement ils étaient bien en place, tout ça. Mais en fait, je sais même pas si c'est vraiment le fait qu'ils soient bien en place ou juste le fait que comme on joue à 2 à l'heure, eh ben ils ont juste à coulisser avec le ballon. C'est pour ça que Patrick Vieira en appelle à prendre plus de risques, parce que c'est aussi en prenant un peu de risques dans les passes et pas juste prendre un risque à la relance et envoyer ça sur le monégasque en face de toi, mais juste même offensivement essayer un peu de prendre des risques et de faire une passe un peu osée. Et corrigez-moi si je me trompe, hier, par exemple, tu as une occasion où Boudaoui, il essaie de la passer dans la défense à Dolberg. C'est bien ça, il me semble, en tout début de match. Il la met dans son dos, mais il essaye, ouais. Mais c'est ça, en fait, ce que tu dois faire. Ça va pas marcher à chaque fois. Mais là, tu as cassé une ligne. Parce que le reste du temps, sinon, c'est quoi ton option? C'est de la passer d'un latéral à l'autre jusqu'à ce que tu aies un mec comme Reine Adélaïde, par exemple, qui tente une frappe de vieille à 20 mètres. Et pourtant, ça soit une frappe contrée. Ce que tu dis sur Boudaoui, ça n'a rien de fou. Il fait juste une percée, une petite accélération, et il met la balle entre 2 défenseurs monégasques. Bon, du coup, Dolberg part de l'autre côté, et il part dans le zig, et la balle, elle part dans le zac, comme on dit. Et ouais, mais c'est pas beau, une fois par saison. Ça. Au bout d'un moment, tu te trouves. Mais vu que tu l'essayes qu'une fois par saison et probablement pas à l'entraînement, t'as aucune chance de te trouver, tu vois. Mais je suis sûr que tu l'aurais retenté 3 fois dans la saison. La deuxième ou la troisième fois, tu savais, Dolberg, il savait de quel côté partir. Boudaoui, il aurait su qu'il allait faire l'appel au premier poteau et pas au deuxième. Enfin, tu vois, c'est comme le nombre de centres qu'on essaye. Bon, déjà, la plupart du temps, ils sont contrés parce qu'on ne sait pas centrer. Mais parce qu'on s'en va un peu en désespoir de cause et arrêter. Tu vois, c'est genre, j'arrive pas à passer en 1 contre 1. Du coup, je vais tirer fort. Ça peut peut-être rebondir du bon côté. Non, mais il n'y en a jamais un qui arrive au bon endroit. C'est-à-dire que Dolberg, il fait un appel, ou Gouiri, il est au second poteau et tout. Le centre, il est toujours entre les deux, en fait. Il n'est jamais au bon endroit. C'est un truc, ça me. Tu vois, on revient au même point. Tu te dis, mais les mecs, est-ce qu'ils bossent à l'entraînement quand même? J'imagine quand même qu'ils font des schémas de jeu où ça part sur l'aile, ça fait un centre. Un des 2 attaquants coupe au premier, l'autre au deuxième ou quoi. Mais essaye d'en viser un quand même, un des deux. Ne balance pas une saucisse au hasard en disant avec un peu de cul, ça arrive sur un des deux. Mais c'est le mot viser. Je suis pas sûr qu'on vise quoi que ce soit. En fait, tu balances le ballon dans la boîte et t'espères qu'il se passe un truc. Mais comme contre vu que t'as pas de joueur dans la boîte de toute façon, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire à part le balancer au milieu? Non, mais des fois c'est ça. Il y en a tellement en fait mis bout à bout à se dire mais putain, mais là est-ce que là il bosse, est-ce que sur ça il bosse? Que ce soit sur les coups de pied arrêtés, sur les schémas de jeu, sur le rythme à mettre. Mais il y a tellement de manque en fait dans cette équipe. Alors évidemment que on le dit, on le répète, c'est collectif, hein, c'est pas uniquement la faute de Vieira, parce que les joueurs au bout d'un moment, faut qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Quand tu vois que ça fait 50 minutes que tu te fais trimballer, que c'est limite malaisant, et qu'en face les mecs qui font un taureau et que toi tu fais que courir, respecte-toi un petit peu, mets un peu de rythme, envoie un peu des coups pour te faire un peu respecter, tu vois, notamment quand c'est un derby. Et voilà, mais je pense que clairement le problème est collectif et il faut changer quelque chose. Après quoi, voilà. Honnêtement, moi pour conclure sur ce match, ça doit peut-être s'entendre émission après émission. Nous, on prend toujours beaucoup de plaisir à la faire parce que pour parler de Nice, malgré tout, ça nous fait toujours plaisir. Parler entre potes avec Brice et Cédric, ça nous fait plaisir. Mais en fait, on sait plus quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau à part que cette équipe, elle te déçoit, donc de temps en temps face à une équipe plus faible que toi, sur ta seule qualité technique et individuelle, tu vas réussir à gagner, parce qu'on a quand même un très bon effectif. Sur une génération spontanée d'une belle action, comme on a vu le but de Gouiri avec Ronny Lopez, tu vas arriver à mettre un but un peu collectif, mais globalement, le fil rouge, la trame de fond, on a ce même constat depuis des mois, si c'est pas même des années bientôt, cette équipe ne sait pas jouer au foot. Donc, tu peux, en jouant de façon dégueulasse ou sur la seule qualité individuelle, avoir quand même des résultats. Mais pour atteindre le niveau 16e de finale d'Europa League, top 5 de Ligue 1 et tout, c'est clairement insuffisant. Et voilà, moi, j'ai pas l'impression que là, tu peux empiler les joueurs de qualité, que tu les achètes, que ce soit en prêt ou je sais pas quoi, faire ton mercato Ineos, le train, tout ça. Si cette équipe, tu l'apprends pas à jouer ensemble, on va en rester là et chaque semaine, on va faire une émission, on va dire... les mecs ils se déplacent pas, les mecs ils courent pas, ils savent pas ce qu'ils font. Voilà.
Mais en fait, super, mec. On parle de joueurs techniques, de joueurs à recruter, peut-être un défenseur central et tout, mais je pense que clairement, ce qui manque dans cette équipe, en fait, c'est tout simplement des joueurs avec un peu une paire de coronets, tu vois, des Balmont, des Cobos, des mecs de l'époque, des Rolls, tu vois, des mecs comme ça qui étaient peut-être sur le papier beaucoup plus limités techniquement que ce qu'on a actuellement. Mais je veux dire, des mecs comme ça, hier sur le terrain. Je suis même pas sûr. Ils se font pas maltraiter comme ça. C'est des mecs, je suis désolé. Hier, ils se font pas maltraiter. Des rôles, des Balmont, ils se font pas maltraiter comme ça. T'as pas Antonetti sur le banc non plus. Et Dieu sait qu'il a des défauts, Antonetti. Hein. Mais moi, je suis désolé. Je suis persuadé que tu as des joueurs dans cet effectif. Tu leur mets un mec qui leur crie un peu dessus. Enfin, c'est vraiment la phrase de gros bof de dire ça, mais tu mets un mec qui les motive un peu, que ce soit en leur criant dessus autrement, plus exactement. Ils pourraient, je pense, s'acheter une paire de couilles et dépasser un peu leur fonction et se sentir un peu investi d'une mission et en tout cas gagner un esprit compétitif. Tu vois, moi, je pense vraiment que t'as une espèce de sinistrose qui règne dans cet effectif parce que t'as aucun joueur qui est capable de sortir la tête tout seul et de dépasser sa fonction. D'accord, moi je l'entends, effectivement. Parce que Patrick Vieira n'est pas capable d'insuffler cet esprit au collectif également. Peut-être parce que au-dessus, on leur a pas assez mis la pression aussi sur les résultats en leur disant toujours que quoi qu'ils faisaient, c'était très bien, fallait continuer comme ça. Certainement. Enfin, j'ai même plus envie de trouver un coupable aujourd'hui, parce que ça sert à rien. Je pense qu'ils le sont tous. Et peut-être nous les premiers aussi d'avoir attendu, d'en avoir trop espéré ou pas assez, ou je sais pas. Mais voilà, moi je pense qu'il y a besoin d'un choc psychologique aujourd'hui, plus qu'autre chose. Effectivement, on peut trouver un entraîneur qui sera sûrement plus avec une culture et une expérience de jeu supérieure. Moi, ça aussi, j'en suis persuadé. Mais ça sera pas le cas à court terme, à mon avis. Donc voilà, soit en fait on laisse passer la saison et on va faire des émissions tous les 2-3 matchs. On va se dire, ça y est, on a trouvé la formule, ça commence, la saison est lancée. Et puis 2 matchs après, on va se dire, ah bah non, c'est revenu pareil. Donc on peut faire ça, hein. Soit quelque chose doit changer, mais comme tu disais, Cédric, qu'est-ce qui peut changer, tu vois, c'est pour ça qu'on en revient toujours à l'avenir de Patrick Vieira, c'est parce qu'en fait, vu qu'on va pas changer 22 joueurs de l'effectif pour mettre des ex-dollars et des morts de faim, oui, la seule solution, c'est non mais voilà, la seule solution, c'est de changer l'entraîneur. Et ça voudra pas dire que tout est de sa faute, parce que derrière, t'as intérêt quand même à bien caster le mec qui va un peu piquer ses joueurs et leur donner envie d'être meilleurs, tu vois. Mais bon, moi je vois pas d'autre solution aujourd'hui. Moi j'en à ai part une. attendre que ça passe, mais moi j'en ai une. Si tu dis Enso qui latéral gauche, je quitte. Ah bah alors c'est bon. Non, on va mettre Bada comme entraîneur. Il faut savoir, d'après certaines sources concordantes du côté de Nice. Voilà. Bada fait la sortie des écoles en traitant Vieira de tous les noms d'oiseaux. Voilà, c'est la source que j'ai eue. Cette source vient de. Il se place pour la suite, tu le sens. Le PEP de Saint-André. Exactement. Le PEP de la Roche. Bon, les amis. En tout cas, merci pour ce podcast. Par contre, je ferai une Claude Puel, je ferai un contrat à mon fils, hein, les gars, je vous annonce déjà. Bah, tu peux régaler. Il a l'air meilleur dans l'analyse du jeu que Patrick Vieira, tu peux le prendre comme adjoint, peut-être. Hein. Analyse, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Bon, les amis, en tout cas, merci beaucoup. C'est la trêve internationale. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de nouveaux podcasts. Ne vous inquiétez pas, on vous prépare quelques podcasts et 2-3 petites surprises. On ne vous en dit pas plus. Ça arrivera. Énorme. Jean-Michel Teasing. Ça arrivera d'ici quelques jours. Restez connectés sur les réseaux sociaux de Avanti Nissa et de Sport Content. Merci à vous, merci Sky, merci Bada. Et évidemment, on va se quitter avec cette phrase. On n'est pas la meilleure équipe, mais on n'est pas la plus pire. Merci beaucoup.